Vendredi 13 mai 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. La mission d'observation électorale de l'Union européenne est dans nos murs depuis le 23 avril dernier jusqu'au 22 mai prochain pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations qu'elle a apportées durant les élections de 2018. La mission d'observation électorale a rappelé durant une conférence de presse aujourd'hui l'importance de l'application de ces recommandations, surtout pour les prochaines élections de 2023. Reportage sur les images de Nzara Rangianso. Parmi les recommandations de la mission d'observation électorale de l'Union européenne figure la mise à jour du cadre légal des élections à Madagascar, qui porte notamment sur 3 points. L'autonomisation de la Commission électorale nationale indépendante ou CENI, la garantie de la liberté d'expression et de la presse et le contrôle des financements de la vie politique. Ces 3 points devraient être mis en œuvre dans la loi électorale de Madagascar, selon le chef de mission. Il est possible, selon lui, de faire cette mise à jour durant cette session ordinaire des parlements. Beaucoup de recommandations que nous avons faites visent la consolidation du cadre juridique électoral. Or, une pratique internationale dit que les modifications du cadre juridique électoral ne doivent pas se faire juste avant les élections. Il faut un temps avant pour que les acteurs politiques, les citoyens, les partis, tout le monde connaisse les modifications éventuelles. Et dans ce sens-là, permettez-moi de souligner le fait que l'ouverture de la session parlementaire le 3 mai 2022 offre une bonne opportunité, n'est-ce pas, de déclencher des modifications légales. Ces recommandations de la mission d'observation électorale se basent sur les aspirations des acteurs et forces vives du pays durant les dernières échéances électorales. Ainsi, il est important que ces dernières soient appliquées d'après les explications. À noter que cette mission est actuellement dans le pays pour faire le suivi et l'application de ces recommandations, surtout pour la préparation des prochaines élections. Or, dans la perspective justement de ces élections de 2023, la mission de suivi électoral a rappelé à tous les interlocuteurs que je viens d'énumérer les recommandations de la mission d'observation électorale et l'importance de leur mise en œuvre, parce que je souligne, la mise en œuvre est liée aux aspirations des Malgaches. Ce sont eux qui ont défini comme point délicat, point critique, les choses qui se retrouvent au niveau du rapport et qui sont la base de la formulation de nos recommandations. La mission d'observation électorale au sein de l'Union européenne a rencontré divers acteurs de la vie politique, notamment les chefs d'institutions de Madagascar, les partis politiques de chaque côté, la CENI, les ministères concernés, la commission de contrôle du financement de la vie politique, les organisations de la société civile et la communauté internationale pour le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations issues de l'élection présidentielle de 2018. Elle sera dans le pays jusqu'au 22 mai prochain. Et aujourd'hui, la mission d'observation électorale de l'Union européenne menée par Christian Preda, accompagné de l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar, Giovanni Di Girolamo, a rencontré le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, au Palais d'État d'Iaflou. Dans les informations de ce jour également, 13 mai 1972, 13 mai 2022, cela fait 50 ans aujourd'hui que la place devant l'hôtel de ville a été renommée place du 13 mai. La place du 13 marque l'histoire et les manifestations populaires survenues dans le pays. Pour ce jour, cette place était calme malgré les rumeurs selon lesquelles certaines personnes tenteraient de brûler l'hôtel de ville. Une exposition s'est tenue aujourd'hui sur le parvis pour commémorer la date du 13 mai 1972. Certaines personnes ont déposé des gerbes et des fleurs. Radra Manazatu, Wenzara et Radonarville étaient également sur place. Cette place est dénommée place du 13 mai depuis 1972. Rappelons que cette date du 13 mai marque la manifestation des étudiants sur l'avenue de l'Indépendance devant l'hôtel de ville. Il s'agit de la première manifestation après l'indépendance de Madagascar. Depuis, la place du 13 mai 1972 est devenue le lieu de la liberté d'expression, là où la population peut s'exprimer concernant la situation du pays. Beaucoup de régimes sont tombés suite aux diverses manifestations populaires sur la place du 13 mai, notamment le régime du président Philbert.
La manifestation de 1991 a commencé ici quand le peuple a commencé à contester Didier Ratsirek. Par la suite, la marche vers Yavlou d'août 1991 y a débuté. En 2002, Marc Ravalmanan y a contesté les résultats des élections électorales sortis par la Haute Cour constitutionnelle. En 2009, le mouvement Orange y a mis fin à la dictature et au monopole mis en place par Ravalmanan. La marche vers le palais d'Ambutsruich, le 7 février 2009, y a ainsi débuté. En avril 2018, 73 députés sont descendus sur la place du 13 mai pour réclamer le changement soutenu par la population. 50 ans après 1972, la place du 13 mai fait partie de l'histoire. Pour aujourd'hui, la place du 13 mai a été calme malgré les diverses rumeurs sur l'intention de certains de brûler l'hôtel de ville d'Analankel. Une exposition a été organisée sur le parvis pour rappeler l'histoire depuis 1972 et les manifestations qui ont été tenues ici. Un dépôt de gerbes a également eu lieu aujourd'hui. Les forces de l'ordre ont quadrillé la place du 13 mai pour préserver l'ordre public en ce jour commémoratif. Et dans la page économique de ce jour, la résolution des difficultés liées aux activités des entreprises du secteur privé concernant les taxes et les impôts, entre autres la coopération entre le public et le privé pour la promotion et le développement des industries. Ce sont entre autres les points discutés durant le dialogue entre l'État et le secteur privé au CCI Intanarine, une rencontre qui a duré une semaine et qui s'est achevée aujourd'hui. Reportage sur les images de Zaran Janso. La coopération entre l'État et les entreprises du secteur privé est le garant de la promotion du secteur industriel à Madagascar. Un point qui figure parmi les engagements présidentiels et qui se concrétise à travers la construction et la mise en place des zones économiques spéciales, des zones industrielles ou encore des parcs industriels. 4 zones économiques spéciales seront entre autres réalisées dans le pays selon le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. Ils seront implantés à Muramang, dans la partie nord de Madagascar, à Fort-Dauphin et dans la région Antimon-Jefan. Cela demandera du temps, mais nous sommes lancés, selon toujours le ministre. Des parcs industriels sont également construits, notamment celui dans le district d'Arivunmam, région Itas, où des signatures de conventions ont été déjà effectuées pour l'approvisionnement en électricité et d'autres aménagements, souligne-t-il. Dans ce cadre, le ministre appelle les collaborateurs dans le secteur privé à s'investir et à s'implanter au sein de ces parcs industriels. Cette rencontre de l'État et le secteur privé est le 2e dialogue cette année. Tous les secteurs d'activité y ont été discutés et cela s'est poursuivi cette semaine. Un dialogue qui vise à trouver des solutions, à accompagner et à appuyer le secteur privé. L'État et le secteur privé ont fait des engagements mutuels. Il s'agit maintenant de réaliser ces engagements. Nous avions entre autres discuté d'une descente que nous allons effectuer au sein de la filière des huiles essentielles, car certains points n'y sont pas cohérents en matière de législation, de taxes et d'impôts. Des solutions seront apportées en ce sens, a affirmé le ministre à l'issue de la rencontre qui a duré une semaine et qui s'est achevée aujourd'hui. Page faits divers pour poursuivre les actualités de ce jour. 8 personnes blessées, dont 2 grièvement et dans un état critique. C'est le bilan de l'accident survenu hier soir à Ivanj. Une voiture Mazda qui roulait à vive allure a percuté un car qui stationnait sur le côté droit de la route et qui serait à l'origine de ce drame. Fin de la scène à Mireille, Yves Janel nous en dit plus. L'accident est survenu hier vers 21h ici à Ivanj. Ce car qui stationnait non loin du rond-point d'Ivanj a été percuté par derrière par ce minibus Mazda. Étant donné la violence du choc, le car à son tour percute cette enseigne. Selon les témoignages, le minibus transportait 8 personnes. Toutes ont été blessées et 2 d'entre elles sont dans un état critique selon les informations. Les 8 personnes sont toujours à l'hôpital actuellement. Le lieutenant Noël Mafal de Martigny, officier coordinateur de la gendarmerie de Belle-sur-Tirbine, a succombé à ses blessures hier 12 mai 2022 vers 9h du matin. Il a reçu des balles tirées par inadvertance par l'un de ses collègues gendarmes lors de la poursuite des Dalles. Il a perdu beaucoup de sang, ce qui a entraîné la mort de ce major de la 38e promotion de l'académie militaire. Les détails avec Miar Voulat.
Le lieutenant Noël Mahafal de Martigny, officier et coordinateur de la gendarmerie de Belle-sur-Cirbine, a perdu la vie hier dans la commune d'Ansou, district de Belle-sur-Cirbine, région Ménabé, lors de la poursuite de Dahal menée par un dénommé Captain qui avait effectué des kidnappings et des actes de banditisme dans le district de Belle-sur-Cirbine et Mahambou. Les gendarmes ont été confrontés au Dahal vers 3 heures du matin. Des échanges de tirs ont eu lieu dans le noir. En tant que meneur de troupe, le lieutenant était à la tête de ces éléments. Il a pu tirer sur un Dahal avant d'être atteint dans le dos par une balle tirée par inadvertance par l'un de ses propres hommes. Du côté des Dahal, certains ont été blessés mais ont pu prendre la fuite. Le lieutenant, ayant perdu trop de sang, a succombé à ses blessures hier vers 15 heures. Le lieutenant Noël Mahafal de Martigny était le major de la 38e promotion de l'académie militaire. Son corps a été veillé au sein de la brigade de la gendarmerie de Ménabé à Mourndaf et sera emmené par la suite à Marouch, CR Mahomb, district d'Ambossar Hatsim, région Anossi. Et le gouvernement japonais a offert ce jour 87 livres au ministère des Affaires étrangères à Anossi. Par la même occasion, le ministre des Affaires étrangères a annoncé que nous vivons désormais dans une ère de multilatéralisme, ce qui signifie que nous avons une vision libre de la situation sur la scène internationale. Reportage de Ruth Kistel Rakoutmalal et Yves Janel. Au total, 87 livres sur la politique, l'économie et la culture japonaise, d'une valeur de 300 000 yens ou 9,4 millions d'ariars, ont été remis par le gouvernement japonais à la bibliothèque du Centre d'études et d'analyse stratégique ou CEAS au sein du ministère des Affaires étrangères aujourd'hui. Ce don entre également dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire des relations Japon-Madagascar. À cette occasion, l'ambassadeur du Japon, Iguchi Yoshiro, a réitéré que le gouvernement japonais reste résolu à offrir tous les moyens possibles afin de renforcer davantage les relations bilatérales entre les deux pays, de mieux traiter les affaires régionales, mais également de consolider la coopération sur la scène internationale, que ce soit dans le domaine politique, économique ou culturel. Lors de la présentation du livre, le ministre des Affaires étrangères Richard Ndjamanjat a annoncé que nous ne vivons plus à l'époque du bipolarisme, mais à l'ère du multilatéralisme et indo-pacifique actuellement. C'est-à-dire que nous avons une vision libre de la situation sur la scène internationale. En plus du don de livres au ministère des Affaires étrangères, le gouvernement japonais a déjà fait don d'un total de 469 millions d'ariars de matériel informatique au ministère en 2020, selon les informations. Et dans l'actualité sportive, le sélectionneur des Baréas de Madagascar a choisi pour la plupart des joueurs locaux pour constituer l'équipe nationale du football qui disputera les premières et deuxièmes journées des éliminations de la CAN 2023. Dans cette liste figurent certains anciens joueurs des Baréas qui a disputé la CAN 2019, notamment Jérôme Mambris. Il y a aussi de nouveaux venus comme Lalaine qui est le milieu du club CFFA Indouaran. Nous allons suivre dans ce reportage la liste des Baréas de Madagascar avec Anza Razonarville. Dans les buts, Nina Razakanirin de LGCO+ Madagascar, Melvin Adrien, CS Loance Cuiseau de France, Mathias Rindiamam, PSG de France. Les défenseurs, Silvio Ouaserio, CS Fola de Luxembourg, Thomas Fontaine, AS Nancy de France, Saint-Péroise de la Réunion, Fabien Boyer, Saint-Péroise de la Réunion, Radzu Razafnjabé, Gent Quintana de Madagascar, Dorian Bertrand, AS Nancy de Lorraine France, Rémi Vita, Barnsley d'Angleterre, et Tatel Rangianien de Disciple FC de Madagascar. Les milieux de terrain, Loïc Lapoussin de Saint-Gilloise de Belgique, Anissé Abel, futur FC d'Égypte, Marco Ilema Arch, Sporting Charleroi de Belgique, Ibrahim Hamada, Al-Qad Sia FC d'Arabie Saoudite, Ryan Ravelson, la Galaxie des États-Unis, Lalen Rafan Mezansu, CFFA de Madagascar, Ruzlalen Ndjiamanjant, Adjesaya de Madagascar et Irbastien, Finn Harps FC de Irlande. Et
Les attaquants sont constitués de Ndivre Akoutoir Malal, de Foussa Junior Madagascar, Paulin Voave, de Gas El Maala Égypte, Julio Donis, Le Mans France, Arnaud Ranjanantenen, El Gona d'Égypte, Tlavna Fan Mezansou, Foussa Junior de Madagascar, Alexandre Ramalingam, CS Sedan de France, Fabrice Rakoutonjaïbe, Saint-Roisienne, La Réunion, Carolus Andjamaïtsnour d'Arabie Saoudite. Rappelant que le premier match des Baréas se fera le 1er juin contre le Ghana. Et dans les actualités internationales de ce soir, des violences ont éclaté aujourd'hui dans l'enceinte d'un hôpital à Jérusalem à la sortie du cercueil de la journaliste palestinienne Shirin Abu Klé, tuée mercredi en Cisjordanie. Son cercueil a finalement été transporté vers la vieille ville où est célébrée une messe dans une église avant l'inhumation dans un cimetière à proximité. France 24. Alors, les funérailles sont censées commencer dans un peu moins d'une heure, à 15h heure locale, mais d'ores et déjà, il y a effectivement beaucoup de tensions autour de l'hôpital où se trouve la journaliste tuée mercredi à Jenin, puisque il y a déjà beaucoup de monde, il y a aussi des policiers israéliens, des Palestiniens veulent transporter sur leurs épaules la dépouille de Shirin pour l'amener au Mont Sion, à peu près 1 kilomètre de là. La police s'y oppose, c'est donc extrêmement tendu. Je ne sais pas si vous l'entendez en fond, mais il y a un hélicoptère de l'armée israélienne qui tourne autour de la vieille ville de Jérusalem où doit être inhumée dans quelques instants la journaliste, donc aux alentours de 15h. La situation est effectivement extrêmement tendue. Hier à Ramallah, on lui a rendu un hommage. Des dizaines de personnes se sont déplacées et on craint que cette fois-ci, au cœur de Jérusalem, qui est une ville sous contrôle exclusif d'Israël, il y ait à nouveau des heurts. Shirin Abu Akleh, c'est une véritable figure ici de la communauté des correspondants. Cette femme de 51 ans, on l'a croisée sur tous les points chauds de ce conflit, que ce soit pour faire des duplex ou bien pour faire des reportages accompagnés de son équipe. C'est également une enfant du pays. C'est pour cela qu'elle est enterrée à Jérusalem. C'est une Palestinienne chrétienne qui comptait évidemment énormément d'amis et surtout, et c'est le plus important, elle représentait pour les Palestiniens celle qui disait la vérité sur leurs conditions ici dans la région, celle qui diffusait cette vérité à l'ensemble du monde arabe, parce que vous savez qu'Al Jazeera est évidemment sans doute la chaîne la plus populaire du monde arabe, depuis le Maroc jusqu'à l'Irak, et donc c'est un deuil extrêmement profond pour la plupart des Palestiniens. Je dirais même qu'elle est déjà devenue un mythe depuis à peine 24 heures. Et l'agence de presse nord-coréenne a affirmé aujourd'hui que le Covid-19, dont de premiers cas avaient été signalés jeudi, a fait plusieurs morts et s'est répandu dans tout le pays. Aucun des 25 millions d'habitants n'est vacciné contre le virus. France 24 nous en dit plus. Kim Jong-un en visite au siège national de la prévention des épidémies. C'est ici que le leader nord-coréen aurait pris connaissance de la propagation du Covid-19 dans tout le pays. Un confinement national a été décrété. C'est le défi le plus important et la tâche la plus importante auquel notre parti doit faire face pour inverser rapidement cette situation de crise sanitaire. Pour l'instant, une seule personne est officiellement décédée après avoir été testée positive à un sous-variant de Omicron. Selon l'agence de presse d'État, plus de 187 000 Nord-Coréens sont actuellement à l'isolement et soignés pour une fièvre à l'origine inconnue. Aucun des 25 millions d'habitants du pays n'est vacciné contre le Covid-19. Pyongyang avait refusé les offres de vaccination de l'OMS, mais aussi de la Russie et de la Chine. Une épidémie en Corée du Nord serait catastrophique d'après les experts, alors que les infrastructures sanitaires sont réputées défaillantes. Jusqu'à présent, le pays avait officiellement tenu le virus à distance, en fermant hermétiquement ses frontières depuis 2020. Comme pour détourner l'attention, Kim Jong-un a fait tirer des missiles balistiques vers la mer du Japon, d'après l'armée sud-coréenne ce jeudi. À cause du Covid, de nombreux citoyens nord-coréens ont peur et il y a de fortes chances que l'ambiance sociale se détériore. Du coup, la Corée du Nord est tentée de précipiter des essais de missiles ou des tirs nucléaires pour remonter le moral des citoyens. Pour rappel, la Corée du Nord est sous le coup de sanctions internationales contre son programme de missiles et d'armes nucléaires.
Kiev mène des pourparlers difficiles avec la Russie sur l'évacuation de 38 soldats ukrainiens grièvement blessés qui se trouvent dans les sous-sols de l'aciérie Azovstal, dernière proche de résistance ukrainienne à Mariupol, assiégée par les forces russes. France 24 toujours. En plein cœur de l'enfer d'Azovstal. Ces images sont tournées par les combattants du régiment Azov, la dernière poche de résistance contre l'offensive russe à Mariupol. Depuis cette usine métallurgique, l'une des plus grandes d'Europe, ils tiennent bon, en dépit d'un face-à-face totalement déséquilibré. Pour l'instant, ils doivent leur survie grâce au gigantesque réseau souterrain du site, dans lequel ils s'abritent depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui encore, ils refusent de rendre les armes. Chaque jour peut être le dernier. C'est peut-être la dernière fois qu'on se parle. Qui sait? Personne. Nous-mêmes, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est notre pays, notre nation. Et c'est pourquoi on veut que cette histoire se finisse de la meilleure des façons. Des soldats prêts à donner leur vie pour l'honneur, mais aussi par peur de tomber aux mains des Russes. Le régiment d'Azov est directement ciblé par la propagande de Moscou à cause de combattants issus de l'extrême droite qui l'ont composé à sa création en 2014. Leurs proches lancent un appel à l'aide pour les secourir. Mon fils est en enfer à Azovstal. À l'heure où je vous parle, ils se battent. Ce qui est en train de se passer là-bas n'est pas une guerre. C'est un massacre. C'est une violation de toutes les conventions internationales. C'est le massacre de personnes qui sont encerclées. D'après la Croix-Rouge présente à Mariupol, en plus du régiment Azov, au moins 150 000 personnes n'ont pas encore pu fuir la ville portuaire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation sur notre chaîne. Très bonne soirée à tous. Au revoir.